Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien que nous avons l'honneur de vous présenter encore une fois aujourd'hui. Et nous allons rester aujourd'hui autour de l'actualité, un regard très positif sur l'actualité en République démocratique du Congo, l'actualité politique bien sûr. Comme vous le savez, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un communicant FCC. Il est docteur en droit, il est maître avocat, mais il est aussi professeur des universités. Il s'agit bien sûr de Maître Kodjo, que nous disons bonjour et bienvenue. Merci de votre invitation. Comment allez-vous, Maître? Nous allons bien. Au rythme de l'actualité politique qu'il convient d'élucider, d'éclaircir, afin aussi de situer les partisans du FCC ainsi que la large opinion nationale et politique sur les positions qui sont nôtres et aussi pour expliquer certaines de ces positions. Voilà. Pour expliquer certaines de ces positions, j'aimerais bien sûr qu'on commence d'abord par la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, les tueries qui continuent toujours malgré les mesures prises par le président de la République pour éradiquer ces fléaux qui continuent à appauvrir la République démocratique du Congo, mais surtout mettre à mal la cohésion nationale. Déjà une pensée pieuse pour cette population martyrisée et pour les familles qui sont endeuillées. Mais cette question, c'est une violence importée. Lorsque nous lisons toute la littérature en rapport à cette question, que ce soit les derniers rapports de Thierry Vircoulan, que ce soit aussi les travaux faits par le professeur Mova Sakani, on se rend compte qu'il y a un radicalisme qui peut porter l'étoffe d'une idéologie de l'islam mal comprise. Et puis, c'est aussi un mouvement qui, au départ, était très lié à la question de la sécurité ou des revendications politiques en Ouganda. Jusqu'à l'arrestation de Jamil Mukulu en Tanzanie il y a quelques années, et suite également à l'intensification des opérations en 2014 des FARDC, ces mouvements ADF-NALU, on l'avait pensé décimés. Mais c'est devenu plus un groupuscule de terreur. Et aujourd'hui, on vous parle des corrélations qu'il pourrait y avoir entre ces groupuscules et Daesh. Et donc, la population de Béni est en train de subir les affres des groupes assassins. Les FARDC s'impliquent aujourd'hui dans une guerre qui semble asymétrique. La logique de guerre, la doctrine de guerre doit être bien sûr repensée, mais il faut se dire que déjà les FARDC sont passés à plus de 20 000 hommes sur le théâtre de Béni alors qu'ils étaient à une dizaine de milliers. Et puis quand nous suivons l'actualité, il y a 2-3 jours, une patrouille de police et nos forces de sécurité a mis en échec une attaque qui était en train de se perpétrer contre des populations à Béni. Bon, il y a également la présence de la MONUSCO qu'on a voulu renforcer, cette présence sur le front est. Mais aujourd'hui, cette présence de la MONUSCO très douteuse de la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons vu récemment des marches, les gens ou encore la population de l'Est ou de Béni particulièrement réclamant le départ de la MONUSCO. Bon, la MONUC d'abord et ensuite la MONUSCO, c'est une histoire de 20 ans. Dans un contexte où nous avions l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et où la mission des Nations Unies a souvent redéfini, recalibré la force de maintien de la paix au Congo. Et là, aujourd'hui, l'un des mandats importants, c'est la protection de la population civile, après le mandat offensif que la MONUSCO a eu dans le cadre de la brigade d'intervention. Mais maintenant, la question, c'est l'évaluation que la population elle-même fait de la présence de la MONUSCO à Béni. Il y a le facteur confiance. La population se rend compte que souvent, la MONUSCO est alertée, mais qu'il y a des récurrences des cas de tuerie. Et la population de Béni est une population qu'il convient d'observer dans son comportement depuis la question électorale
où Béni, pour des questions d'Ebola, n'avait pas pu participer aux élections. Il faut voir comment cette population réagit face à tout ce qui est même autorité établie nationale, lorsque elle a tendance à se dire que je me sers mieux si je me prends moi-même en charge. Et donc cela signifie qu'on ne peut pas aller dans le sens de l'ambassadeur Lacroix, qui a pensé que le retournement de la colère de la population contre la MONUSCO aurait été financé ou aurait été commandité, sans qu'il ait dit d'ailleurs par qui. Donc on ne peut pas se faire l'économie sur les sangs de Congolais et les pouvoirs publics congolais est vraiment très engagé, d'autant plus qu'aujourd'hui nous parlons, le chef d'état-major des FARDC se trouve, sur instruction bien sûr du président de la République, au plus près du front, et il y a à peu près 5 ou une dizaine de généraux qui sont mobilisés pour ce faire. Alors que on pense, les communs des mortels pensent que ces tueries perpétrées à l'est de la RDC, c'est une question aussi d'infiltration de notre armée. Ça, c'est ce que les gens disent. Et parfois aussi, même les récentes revendications de la population contre la MONUSCO, il y a aussi les gens qui pensent que c'est une instrumentalisation de la population pour faire partir cette mission des Nations Unies. Quelle est la position du FCC par rapport à cette situation? Bon, les rapports des ONG et aussi les évaluations faites par les organismes internationaux depuis les premières tueries amènent à plus de 1700 morts. On peut se dire que les différents ministres de l'Intérieur, je commence par l'ancien ministre Bochab, ensuite le ministre Mova lui-même, et puis même l'ancien chef de l'État, même l'actuel chef de l'État, ont toujours été très impliqués, très sensibles sur la question de la sécurité de Béni, avec son bilan assez lourd des morts. Mais ce sont des morts qui s'égrènent au chapelet, avec des attaques qui sont souvent sporadiques et qui sont souvent délocalisées, avec une cartographie qu'il est assez difficile à pouvoir maîtriser. Ce qui donne l'impression à la population que rien n'est fait, ou que l'ennemi, avec son intelligence, infiltre nos rangs et au courant de nos renseignements, et au courant également des manœuvres des forces de sécurité pour les contourner. Mais je pense que la question n'est pas là. Il y a beaucoup de propagande également. On prend comme ça les images de manifestations en Guinée pour les attribuer à une très forte mobilisation de la population de Béni. Ce n'est pas vrai. On prend comme ça des images de casques bleus qui sont en train d'être évacués pour des raisons d'Ebola il y a quelques années, en disant voilà, ils prennent l'hélicoptère pour s'enfuir. Je pense qu'il y a quelque part une logique d'utiliser la peur. Et l'usage politique de la peur, c'est ce qu'on appelle du terrorisme. Et malheureusement, lorsque le gouvernement congolais à l'époque avait crié au terrorisme islamique dans la partie est du Congo, les puissances étrangères avaient pensé que nous le disions parce que nous avions besoin d'un appui de leur part. Bon, bien sûr, ils ont également analysé le fait que nous ayons crié à la présence des Chebabs comme étant un écho fait à la voix de la communication ougandaise impliquée dans la Corne de l'Afrique, dans la mission des Nations Unies qu'on appelait AMISCOM, et qui voulait faire croire qu'il y a un contre-coup de son implication en Somalie pour lesquels les Chebabs sont venus. Mais un fait est irréductible, les gens sont en train de mourir. Et quand je regarde le dernier passage du président de la République en France, il a parlé avec le président Macron des questions de coopération en matière de sécurité, et toutes les initiatives, aussi bien internes, qui sont déjà très renforcées avec les FARDC à qui le FCC a rendu hommage à Kisantu, toutes ces opérations renforcées ainsi que la liaison avec les pays amis devraient pouvoir aider à ramener la paix à Béni. Quand vous regardez la conjonction qu'il y a dans ce coin-là entre le fait que
une guérilla peut s'installer longtemps parce que ce sont des terrains très fertiles. Donc, entretenir des personnes dans la forêt ne coûte pratiquement rien, je le dis parce que j'ai lu des rapports. Et donc, c'est une guérilla qui semble s'éterniser du fait qu'il y a des moyens nourriciers et du fait également qu'ils veulent assurer une reconnaissance internationale de leur action parce qu'il y a le financement international du terrorisme. Pensez-vous que, une question directe, pensez-vous que les opérations conjointes entre le pays voisin et la République démocratique du Congo seraient une solution à cette guerre? C'est une question qui a été assez névralgique sur le plan politique. Bon, vous avez un coin qui est quand même au triangle sur l'Ouganda, sur le Sud-Soudan, sur la porte de Rwanda et Tanzanie. Vous ne pouvez pas mener une opération, moi je ne suis pas spécialiste de la question, comme une souricière et avoir comme ça de l'autre côté des frontières des fenêtres d'échappement pour ces personnes que nous sommes en train de traquer. Naturellement, quand ces opérations doivent être menées, il faut quand même qu'il y ait une liaison avec les forces amies qui sont dans la région. Maintenant, lorsque on invite souvent les forces des pays voisins à venir mener des opérations conjointes, ça coûte même des postes au président. Ça a coûté le poste à un ancien président de l'Assemblée nationale. Ça a suscité beaucoup de questions de patriotisme de la part des différents chefs d'État que nous avons eus. Et donc c'est une question, je pense, qu'il faut laisser aux spécialistes. Mais pour la population de Béni, il faut que nous arrivions à l'objectif 0 mort. Voilà. Objectif 0 mort, espérant qu'avec les opérations qui sont en train de se passer sur le terrain, nous arriverons à cet objectif. Mais sinon, rentrons un peu dans l'actualité. La coalition FCC Cash, une coalition solide entre les deux leaders politiques, notamment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le sénateur à vue, Joseph Kabila Kabange. Mais dans les états-majors politiques, apparemment, la mayonnaise n'est pas en train de prendre forme. Qu'est-ce qui se passe au niveau des lieutenants de vos différents partis politiques? Je veux d'abord dire, sur le plan des principes de base, ça a été d'une grande sagesse que le président Tshisekedi et l'ancien président Kabila se soient mis d'accord pour éviter à la RDC une cohabitation. Une cohabitation, c'est une opposition de majorité. C'est une opposition entre la majorité des forces au Parlement ou à l'Assemblée nationale avec la majorité qui a élu le président au suffrage universel direct. Nous aurions eu dans ce pays, dans le cadre d'une cohabitation, une confrontation au sommet. Le peuple se serait dit, moi j'ai élu le président de la République et celui-ci est mis en échec par des institutions qui sont plutôt dans un ordre composite parce que la représentation nationale est la somme de circonscriptions. Et le Premier ministre qui en sort n'est pas un élu, ce n'est qu'un désigné. Et donc, dans ce contexte, on aurait eu vraiment une incompréhension de notre système politique de la part de la population et ça nous aurait amené à des conséquences perverses. Mais là, nous avons tous accepté la coalition par la sagesse, évidemment, de ces deux chefs de file, chacun pour FCC et l'autre pour Cash. Et la coalition, en fait, c'est un gouvernement qui a pour composition et pour soutien des forces disparates. Nous sommes partis en adversaire lors des campagnes électorales qui ont fait que notre candidat Emmanuel Ramazani Shadari n'a pas pu être élu, mais que ce soit le président Tshisekedi. Et par la force des circonstances, nous avons été obligés de dire le président règne et gouverne, au lieu que ce soit un roi fainéant, dirais-je. Et donc, il faut que maintenant, les généraux de guerre qui sont dans nos différentes bases comprennent qu'on a besoin de généraux de paix
pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est la somme supérieure des intérêts particuliers. Et donc, au niveau des différents responsables, que ce soit du FCC, que ce soit de Cash, il n'y a pas eu de rénonciation à cette coalition. Que quelques militants, d'une part comme de l'autre, puissent s'affronter d'ailleurs à distance et par effigie interposée à arracher, ça montre qu'il y a une flamme partisane qu'il faut pouvoir gérer et que dans les institutions de la République, qu'on se comporte en homme d'État. Il y a une proposition qui a été faite par le président de l'UNC dans le cadre d'une des retraites. Les directeurs du cabinet du chef de l'État, absolument, absolument, a proposé que les Cash soient transformés en plateforme politique. Parce qu'en réalité, le Cash a été une plateforme électorale. Ouais. Et il a également suggéré qu'il y ait une structuration de la coalition. Effectivement. Pour le moment, la confiance entre les deux chefs de file se passe très bien. Et vous remarquez que chaque fois qu'il y a un problème à résoudre à un certain niveau, les deux hautes personnalités se rencontrent. Au point où le président Tshisekedi, se trouvant en mission de travail à Berlin, Ouais. a calmé à distance la tempête en disant, voilà, l'ancien président Kabila est quelqu'un que je consulte beaucoup. Et donc c'était un bémol aux paroles données par le président AI de l'UDPS. Donc cette coalition a besoin de fonctionner, mais nous avons besoin aujourd'hui, avec le budget de l'État pour l'exercice 2020, d'avoir justement un instrument de gestion chiffré, avec un programme de gouvernement et avec des actions maintenant qui vont s'inscrire dans le plein exercice d'un exécutif de coalition. Et on verra bien l'année prochaine et les jours suivants quels sont les résultats qui seront apportés. Mais pour le moment déjà, le fait que le pays n'est pas dans une crise ni dans des esclandres au niveau des institutions de la République donne à suffisance la preuve que nous pouvons vivre mieux dans la coalition qu'en dehors de celle-ci. Mais on a aussi l'impression aujourd'hui que les assemblées provinciaux sont devenus les lieux de règlement des comptes. La dernière situation reste cette situation que nous avons vécue dans les Congo central avec le gouverneur de Chou aujourd'hui, Atoumata Bouana, dans cette histoire que tout le monde connaît très bien. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, prend la décision de réhabiliter le gouverneur ainsi que son gouvernement provincial. Mais le FCC, sa plateforme politique, désavoue le gouverneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous avons une situation des institutions qui gèrent les affaires localisées. Nous avons également une situation électorale qui ne se limite pas seulement au Congo central, mais quand vous regardez, beaucoup de gouverneurs élus sous le ticket indépendant ont été quand même secoués. Il y a Jean Bamanissa pour l'Ituri. À un moment donné, il y a... Celui oui, à un moment donné, il y a eu celui du Sankourou. Voilà. Celui du Sankourou. Et finalement, nous en revenons à celui de Congo central. Il y a toujours ce rapport assez marqué de tension entre une assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Quoi de plus normal pour que chacune des institutions fonctionne correctement en se tenant sur la ligne qui l'évite de tomber sous la défiance d'une assemblée provinciale donnée. Maintenant, la question au Congo central est partie d'un scandale. Ce scandale où finalement la dignité de la fonction gouvernérale a été jetée en pâture dans une nudité présentée sur la toile mondiale qu'on appelle Internet. Maintenant, il y a eu de remontées suspicieuses jusqu'à la personne de gouverneur, disant que celui-ci aurait été le commanditaire. Voilà. Il y a eu un premier acte de la scène, celui posé par le procureur général près la Cour de cassation,
parce que la loi demande à ce que la mise en accusation d'un chef de l'exécutif, que ce soit l'exécutif provincial, passe par une autorisation de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale. Ouais. L'Assemblée provinciale rejette, elle ne donne pas cette autorisation. Peut-être avons-nous analysé parce que les Nékongo se sont dit on ne peut pas livrer un des nôtres à la justice de Kinshasa. Disons-le ainsi. Bon, on doit encore travailler sur l'unité, la cohésion, cet esprit. Maintenant, il y a l'acte 2 qui commence par un prélude d'un message du vice-premier ministre mettant fin à l'intérim du ministre de l'Intérieur provincial et réhabilitant donc le gouverneur dans ses fonctions. Dans le prélude de cette action, celui-ci revient, il fait un chambardement, un remaniement, soyons plus mesurés, un remaniement de son gouvernement, mais il doit faire face à une motion de défiance. Et la motion de défiance est un acte politique de déchéance, où vous perdez les soutiens des personnes qui vous ont, le soutien des personnes de qui vous émanez, ou qui vous ont élus. Et donc, à l'unanimité, à 24 voix, le gouverneur s'est trouvé déchu. Bon, après, on a un message du vice-premier ministre demandant au bureau et au gouverneur de pouvoir venir sur Kinshasa et une lettre que le vice-premier ministre dit n'avoir pas reçue, semblant émaner du premier ministre, demandant une action disciplinaire. Voilà, les explications là-dessus. Au-delà de toutes ces questions, je dis de guerre lasse, aujourd'hui, la motion de défiance, on peut discuter de sa régularité. L'Assemblée provinciale a agi dans le cadre de son règlement intérieur qui permet que le siège de l'Assemblée provinciale puisse être délocalisé par décision du bureau si pour une raison de sécurité ou pour une impossibilité de tenir la séance au niveau du siège, on est obligé de se déporter vers un autre siège. Après, on dira qu'il n'y a pas eu la présence au moment du vote du gouverneur, mais le bureau de l'Assemblée provinciale a répondu en disant qu'il y a eu un communiqué indiquant l'endroit où la reprise de la séance après suspension allait intervenir. Mais sur le plan constitutionnel, lorsqu'une motion de défiance est votée, vous êtes démissionnaire et vous devez déposer votre démission. Est-ce que le rappel sur Kinshasa va empêcher de pouvoir déposer sa démission? Moi, je pense que non. Ça, nous le pensons que non. Et puis, dans les rapports internes du gouvernement, il faut se dire que c'est un gouvernement de coalition. Ce n'est pas le dictat d'un parti politique sur les affaires de l'État, mais il faut se dire que quand on est ministre d'un gouvernement de coalition, on tient compte, comme je le définissais, de cette composition et de ce soutien pluriel. Et que certains actes qui peuvent être posés pourraient manquer le soutien justement de ceux qui sont majoritairement votre soutien au sein de l'exécutif ou au sein du gouvernement. Quelle est la position du FCC par rapport à cette situation ou par rapport à ces dossiers? Parce qu'on sait que le FCC a toujours l'habitude de rappeler ses troupes à l'ordre lorsqu'il y a des situations comme ça. C'est Kingakati qui appelle et la solution est trouvée. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, Kingakati ne communique pas? Bon, il y a eu Mbouela Lodge où vous avez vu l'autorité morale du FCC venir dans le cadre de la retraite et se mettre en toute humilité. Effectivement, dans la foule. Dans la foule. Ça, c'était un acte très applaudi par la population. Absolument. Ouais. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas eu besoin de Kingakati, comme vous le dites, parce qu'il y a eu le bureau politique du FCC qui s'était réuni en son temps pour retirer sa confiance à Otike, Luemba et à Tumatuana. Ça, c'était dit de manière tout à fait claire. Il y a eu une mission qui a été conduite par Maître Constant Moutamba pour voir les Mouta, avec beaucoup de respect du Bas-Congo, pour savoir qu'est-ce qu'eux, ils décidaient du destin, du devenir du Congo central. À un moment donné, la politique, c'est un peu des effets retardement, mais on n'a plus besoin, en tant que FCC, de faire une autre déclaration face à la situation au Bas-Congo, parce que dès le départ, la confiance et cette motion de retrait de confiance avait été lue. Je me souviens encore par le professeur Bongongo, la motion de retrait de confiance avait déjà été lancée contre
le ticket gouvernoral qui est aujourd'hui déchu. Donc on peut dire que, étant donné que le FCC avait déjà retiré sa confiance en Toumata Bouana, on peut dire que c'est le FCC qui est en train d'orchestrer en fait tout ce qui est en train de se vivre aujourd'hui dans les Congo central, dans ces dossiers à Toumata. Vous savez que la politique se fait au grand jour et nous ne sommes pas dans une théorie complotiste contre la patrie. Il est clair que dans une démocratie représentative, la volonté populaire pendant les 5 ans de mandat électif ou pendant les 5 ans d'une mandature acquise par le suffrage, cette volonté devient l'expression d'une volonté majoritaire. Aujourd'hui, il le disait encore l'ancien ministre Kabange Numbi, que aujourd'hui le FCC contrôle la majorité dans l'ensemble des institutions de la République, sauf bien sûr la présidence de la République et les cours et tribunaux. Nous avons un principe de gouvernance à pouvoir imposer. C'est ça. Il faut qu'il y ait un groupe politique qui constitue l'aile marchande d'une certaine idéologie politique, bien sûr concertée avec le président de la République, et qui, à un moment donné, assure les contrôles à la fois des hommes et les contrôles de leur action dans les cadres des fonctions de l'État. C'est ça la réalité politique. On ne gagne pas les élections, du moins au niveau sénatorial, au niveau provincial et au niveau de la députation nationale, pour que les choses aillent à volo. Et la retraite de Mboué Loge du FCC était justement un moment de réflexion pour réfléchir sur la façon de peser en tant que groupe politique avec une idéologie, bien sûr en concertation toujours avec l'actuelle coalition, pour que nous puissions nous projeter sur 2023, sur les réalisations devant convaincre la population, sur notre proximité comportementale avec la population de Kinshasa, et sur Kinshasa et le reste du pays, et sur les correctifs à apporter, sur les principes de gouvernance par rapport aux institutions qui sont sous le contrôle, bien sûr, électoral du FCC. Cette question me passe dans la tête et c'est une question toujours posée par notre population. Oui, vous êtes dans une coalition qui vous semble présenter marchand sans couac, alors qu'il y a quand même quelques ordonnances signées par le président de la République il y a de cela plus de 6 mois, et que ces ordonnances souffrent de leurs exécutions par le ministre du portefeuille. D'abord, c'était l'ancien ministre et le nouveau aussi n'arrive toujours pas à permettre à ces personnalités nommées de bien vouloir commencer leur travail. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un semblant plutôt de visage qui est en train de se vivre entre le FCC? Mais l'autorité, c'est la capacité de commander et de se faire obéir. Et dans le cadre d'une démocratie, ce n'est pas simplement l'ordre donné, mais c'est aussi la légitimité et la légalité de cet ordre. Je n'entre pas davantage dans les détails parce que cette question avait soulevé la population d'une certaine composition politique et l'Assemblée nationale en avait fait les frais. Mais maintenant, le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. L'article 81 de la Constitution dit que les nominations à pouvoir faire sont de la compétence du président de la République, mais en concertation avec le Conseil des ministres. C'est toute l'intelligence et tout l'art de gouverner dans la coalition que le président de la République va imprimer pour voir également ces décisions être contresignées. Parce que, en fait, vous vous rendez compte qu'en France, Mitterrand avait refusé de contresigner les ordonnances qui sont des actes législatifs qui ne passent pas par le Parlement mais qui viennent du gouvernement. Les conseils des ministres est convoqué et présidé par le président de la République
qui détient effectivement la plénitude de son pouvoir en tant que chef de l'exécutif. La question se réglera au sein du gouvernement. Comme nous le disions, l'article 81 de la Constitution donne le pouvoir de nomination au président de la République sous le contreseing d'un membre du gouvernement concerné. Et le contreseing est important pour rendre exécutoire dans le département ministériel une décision prise par le président de la République. Et sans le contreseing à une ordonnance et sans notification faite aux personnes nommées, en tout cas l'effectivité de la décision n'est pas de mise. Maintenant, la question se pose et elle est en train de se régler dans ce sens-là. Il faut, je pense, laisser les institutions de la République et non les partis politiques et les groupements politiques monter en premier lieu au créneau sur cette question-là. Mais je donnais également l'exemple disant qu'en France, dans le cadre de la cohabitation, nous avons eu comme ça le président Mitterrand refusant de signer les ordonnances, qui sont des actes législatifs, ne passant pas par le Parlement, mais venant du gouvernement, à l'époque c'était le gouvernement Chirac, et qui demandait que le président de la République les promulgue. Et le président de la République a refusé de le faire. Et c'est qu'il y a eu une raison gardée, où Chirac, dans sa sagesse, avec Mitterrand, n'en ont pas fait une affaire d'État pouvant mener à une crise. Donc là, on est sur deux nominations. Ce sera justement tout l'art du vécu de cette coalition, de nous montrer comment on se sort par le haut de ce genre de questions. Comment on se sort par le haut de ce genre de questions? Nous arrivons à la fin de notre entretien. La dernière question. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de l'action gouvernementale ou des actions du président de la République? Parce qu'aujourd'hui, les programmes que porte Félix Tshisekedi est un programme de la coalition. Parce que vous êtes en coalition, quel bilan faites-vous de ces actions jusqu'à ces jours? Bon, il y a d'abord les 100 jours du président de la République. C'était des Quick Impact Project, de projets à impact visible. Il a voulu marquer sa mandature dès son entrée, mais ce sont des actions qui ont été faites dans le cadre d'un certain présidentialisme de début, parce que toutes les autres institutions n'étaient pas mises en place. Et donc le bilan sera tiré au moment venu. Maintenant, le gouvernement Ilukamba arrive au second semestre, voire même presque au 4e trimestre, doit pouvoir déposer son budget. Et en fait, le budget de l'État, c'est l'expression chiffrée du programme gouvernemental. C'est en ce moment-là que nous verrons, à partir de janvier, à la promulgation du budget de l'État, les budgets des infrastructures par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts après les pluies. Et vous savez que même des travaux faisant partie des 100 jours ont connu quelques problèmes, qui amènent d'ailleurs à des plaintes pour dire comment est-ce que l'exécution des travaux avait été faite, parce que les routes réhabilitées à la première pluie ont posé problème. Vous avez les budgets de l'éducation, avec la question de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement. Vous avez aujourd'hui la question des personnes vivant avec handicap, parce qu'il y a aujourd'hui tout un ministère sur la question, et donc il faut tenir compte de cet aspect dans le budget. Il y a également la question de l'enseignement supérieur et universitaire. La santé pour tous. Voilà. Je pense qu'en lieu et place de bilan, nous devons pouvoir nous projeter pour dire que sera l'année 2020, qui sera l'année vraiment de plein exercice d'un gouvernement de coalition, avec des défis sociaux qui attendent ce gouvernement-là. Voilà. Voilà, nous allons finir. J'avais dit la dernière question, mais une question me passe par la tête. Pour la première fois en République démocratique du Congo, tous les salaires de nos dignitaires sont publics, sont rendus publics. On sait aujourd'hui que le président de la République touche mensuellement 15 000 $ et tous les ministres, vice-ministres, députés, sénateurs, on sait aujourd'hui connaître ce qu'ils touchent à la fin de chaque mois. Mais c'est aussi pour la première fois que nous savons qu'un officier d'ordonnance a l'équivalent du rang de secrétaire général adjoint du gouvernement. C'est dans le cadre d'une politique
que nous observons, de voir la transparence publique. Et il ne faut pas oublier que le Premier ministre Ilou Kamba, dès l'entrée en fonction des membres du gouvernement, leur avait fait signer un acte d'engagement sur l'éthique et la déontologie de la fonction. Il y a une question souvent sur laquelle les gens reviennent, celle de l'enrichissement rapide de nos ministres. Oui. Bon, c'est une question, je disais, oui, de nos ministres ou de nos mandataires publics, mais c'est encore bien qu'on mette de l'orthodoxie dans ces genres de questions. Nous verrons ce que ça va donner, mais est-ce que en réduisant le train de vie des institutions, ferons-nous davantage de social pour rencontrer les problèmes de la population, ou c'est simplement un message qui est donné et qui finalement, comme message, va encore interpeller? Parce que lorsque vous avez un salaire qui va au niveau du haut sommet à 18 000 $, si ma mémoire est bonne, 10 000 $ pour certains ministres et membres du cabinet du président de la République, mais vous avez le fonctionnaire de l'État qui doit avoir 100 fois plus, ou des fois même 100 fois plus, dans la tension salariale pour pouvoir atteindre ce chiffre-là. Donc le fait de publier, c'est transparent, mais quel est l'impact psychologique que ça a sur les populations? D'abord, qui gagnent très peu en tant que fonctionnaire ou en tant qu'agent chez un Libanais ou chez un Indo-Pakistanais, ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que cette transparence va l'être également dans tous les autres postes de dépenses publiques? Parce que le poste rémunération n'est qu'un poste du budget. Il y a les postes de frais de fonctionnement, il y a les postes des fonds d'investissement. Voilà. Il y a eu une tentative au niveau de l'armée de pouvoir parler également des fonds des ménages. Là, il y a le vice-premier ministre du budget, Mayo Mambeke, je l'ai suivi à la télé, qui en a parlé. Bon, bien sûr, il y a également les recettes de l'État. Il y a également les dépenses publiques de l'État. Il y a également toute cette transparence avec l'industrie extractive, l'ITIE. Il y a toute cette transparence à faire également dans tous les autres secteurs de rentrée de l'État. Est-ce qu'on va vraiment dans une logique de dire on fait les choses à fond, ou on le fait pour marquer les esprits de la République? Mais en tout cas, tout ce qui appelle à l'éthique, à la bonne gouvernance, et en tout cas à saluer et le bienvenu. Merci beaucoup, Maître Kodjo. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons sur ces plateaux Maître Kodjo. Il est docteur en droit, il est professeur des universités, il est maître avocat et il a répondu à nos questions en tant que communicant du Front en commun pour les Congos, la plateforme politique chère au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous aussi, merci de l'attention soutenue. Nous vous retrouvons la prochaine fois dans un autre entretien avec un autre invité d'ici là. Restez branchés sur notre programme. Au revoir.